Null, Undefined and Maybe, une histoire d'incertitude. Pour commencer, j'aimerais juste en fait vous donner une définition de l'incertitude qui correspond parfaitement à ce que je vais vous exposer. L'incertitude, c'est ce qui n'est pas d'une nature bien arrêtée. C'est une définition qui me plaît particulièrement là-dessus. Et je vais vous parler aussi du chat de Schrödinger. En parlant de nature bien arrêtée, le chat de Schrödinger, c'est une expérience en fait qui vise à mettre un chat dans un carton, ça c'est assez naturel. Ce qu'il est vachement moins, c'est d'y mettre aussi une source radioactive, un compteur Gégère et une capsule de poison. Oui, ça sent bien l'expérience tordue. Et l'idée, c'est que en fait, cette source radioactive, à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, va émettre en fait une petite particule de radioactivité qui va être captée par le compteur Gégère et qui va capter la capsule de poison et qui va tuer le chat, pauvre chat. Et l'idée en fait de cette expérience, c'est tant qu'on n'a pas ouvert la boîte en carton, on n'est pas capable en fait de faire une prédiction pour savoir à quel moment le chat pourrait passer de vie à trépas. Et donc du coup, on dit que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte en carton et qu'on n'observe pas le résultat de l'expérience, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. Quel rapport avec le développement ? Voici la liste en fait, des 10 langages les plus populaires en 2019. Donc, c'est une liste qui est fournie par une petite enquête de Stack Overflow, un petit site depuis lequel on copie du code. Et en fait, dans ceci, on a donc JavaScript en premier, Python, Java, PHP, C++, C, Ruby, Go, Swift, Kotlin. Et en fait, il y a une similarité, il y a un point commun entre tous ces langages. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont nuls, hein, mais ils proposent, pour gérer l'existence ou non d'une valeur, quand on code, soit un pointeur nul, soit nil, soit none en fait pour certains. Donc voilà, ils ont tous un petit quelque chose pour gérer l'incertitude de l'existence d'une valeur. Mais en fait, c'est quoi le problème avec nul ? En prenant un exemple en TypeScript, assez proche du JavaScript du coup, ici, sur la première ligne, je définis tout simplement voilà, une variable foo qui est censée être de type string et qui va contenir notre bon vieil hello world. Et en fait, une fois que j'ai fait cette affectation-là, en fait, notre variable va contenir hello world et je vais pouvoir faire une petite opération et juste récupérer les premières lettres. Cette opération va réussir et en résultat, j'aurai juste hello. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, bien entendu, je redéclare toujours cette même variable foo, je dis, voilà, tu as une valeur qui va être de type string, et par contre, je vais t'affecter une valeur qui s'appelle nul, qui n'est visiblement pas une chaîne de caractères, et au moment où je vais vouloir faire cette petite opération de soustraction de chaîne de caractères, en fait, au lieu d'avoir juste mon hello, je vais avoir une belle exception qui va remonter et qui va casser mon code. Et c'est ça le problème avec nul. Le problème avec nul, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser une valeur dans un langage en fait, où celui-ci est présent, cette valeur va peut-être ne pas exister. Et tout ce que vous avez en retour, c'est nul. Et sans doute une erreur si vous ne la gérez pas, n'y pensez pas en avance. Et ça, c'est vrai pour ces 10 langages, à quelques petites exceptions et quelques petits paramètres près, où, par exemple, certains proposent des optionnels qui permettent de gérer les valeurs nulles, ou alors à l'inter. On peut faire des choses pour gérer un petit peu ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on a une valeur nulle qu'on n'a pas prévue et qui, à un moment dans notre application, va peut-être causer des petits problèmes. Bon vieux crash des familles, un bon vieil écran bleu, on en a tous vu. Mais ça a beau être impressionnant, un crash d'une application ou d'un OS dans ce cas-là, d'où est tirée cette capture d'écran, ça a beau être impressionnant, mais au moins c'est direct, on sait qu'il y a un problème. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se passer en fait si on a des cas de valeurs qui n'existent pas, qui ne sont pas traitées. Par exemple, une application qui a un comportement non consistant. Ça, c'est très vicieux parce qu'en fait, les utilisateurs de l'application, ils vont l'utiliser au jour le jour, tout a l'air de se passer pour le mieux. Mais en fait, il y a un bug dans votre application. Et au fur et à mesure, peut-être qu'en fait, ça va donner des données corrompues, donner des mauvais résultats. C'est très insidieux. Ou alors, ça peut aussi bloquer l'application d'un état un peu spécifique et l'utilisateur va être bloqué, ne va pas pouvoir l'utiliser. Tout un tas d'issues qui peuvent émerger de ce pointeur nul. Et en fait, toutes celles-ci sont assez difficiles à débugger et surtout à fixer, dans le cas d'existant. Donc du coup, comment ces erreurs apparaissent ? Enfin, même plutôt, en fait, comment ces valeurs nulles apparaissent ? On va se concentrer à partir de maintenant sur JavaScript, parce que je suis avant tout un développeur JavaScript, j'ai l'habitude de manipuler le langage, et en plus ce langage, en plus d'avoir un pointeur nul, nous offre le bonheur d'avoir aussi un pointeur undefined.
C'est quasiment la même chose qu'un nul, mais pas tout à fait. On a vraiment de la chance, les développeurs JavaScript. Donc, comment ces valeurs nulles peuvent-elles apparaître? Bon, un cas bien classique, ça arrive, hein, on fait tous une petite erreur quand on tape notre code, une typo. Bon, voilà, et du coup, je vais essayer d'accéder à une propriété qui n'existe pas, et je vais essayer de faire une opération dessus grâce à la méthode toUpperCase. Forcément, ça va planter, et il va se passer des choses pas très cool. Bon, je ne vais pas vous parler de ça très longtemps, parce qu'en fait, juste avoir un linter ou un compiler, ça va vous sauver la vie. Hein, si vous utilisez ESLint pour JavaScript, ou alors que vous utilisez TypeScript, ce genre d'erreur, vous ne les aurez pas. Le compilateur ou le linter va vous protéger de ça et vous annoncer que, attention, il y a un souci. La véritable cause de la plupart des valeurs nulles, c'est ça ne devrait pas arriver. Là, ça fait 15 ans que je fais du développement, j'ai entendu plein de variations de bah non, ça ne devrait pas arriver. Non, le code, en fait, l'exécution ne devrait pas passer par là. Et dans ça ne devrait pas arriver, un exemple simple, ici, voilà, on a une liste de musique avec un identifiant qui permet de savoir voilà, juste son identifiant, l'identifiant du groupe qui a composé la musique, par exemple, où est son nom. Et ensuite, on a aussi une liste avec une liste donc, de groupes. On peut s'apercevoir déjà, vu que la liste n'est pas très longue, qu'il y a un problème. Ici, j'ai un groupe ID qui fait référence à un groupe ID1 qui n'existe pas dans la deuxième liste. Et j'ai un petit bout de code qui va essayer, pour la première music track, en fait, de récupérer quel est le groupe qui joue cette chanson, voilà. Et à partir de là, donc, j'ai récupéré mon first music group et je vais essayer d'en récupérer le nom. Il y a une erreur, mes données sont inconsistantes. J'ai voulu récupérer le groupe, je ne le possède pas. Et ça, je le sais que quand mon application va s'exécuter. Donc, ça ne devrait pas arriver. Bah oui, ça ne devrait pas arriver. Alors, des petites variantes, non, cette donnée, on l'a déjà chargée depuis le web service, elle est déjà là. Elle n'est pas censée ne pas être là. Bah non, charger des informations depuis ce service web ou depuis cette base de données, ça ne devrait pas échouer, il n'y a pas de raison. Ou alors, non mais ça ne peut pas arriver, on n'a pas de données inconsistantes dans notre base de données. Hein, voilà, on va en parler. Et les données inconsistantes, on en a plein, surtout qu'on utilise un petit peu moins maintenant des SGBD relationnels avec des contraintes d'intégrité, ce genre de choses. Donc du coup, on les a plus facilement avec du NoSQL. On est obligé d'écrire du code qui gère cette inconsistances. Hein, voilà, juste ça. Et puis après aussi, alors ça c'est plus un point de vue personnel de ce que j'ai déjà rencontré, c'est qu'on fait un petit peu moins attention, j'ai l'impression en ce moment, sur la modélisation des données en fait de la vie de notre application. On les modélise moins finement que ce qu'on pouvait essayer de faire autrefois. Bref, discrétion mise à part, du coup, un programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va consommer plein de valeurs qui vont exister ou peut-être pas exister. Parmi ces valeurs en fait, qui vont exister ou pas exister, ça peut être des variables d'environnement, ça peut être un fichier CSV, ça peut être un web service, ça peut être une saisie utilisateur. Tous ces éléments en fait, sont des valeurs qui vont peut-être exister ou pas. Et du coup, un programme peut aussi produire plein de valeurs qui vont exister ou pas. Et pourquoi elles pourraient ne pas exister, ces valeurs produites par notre programme? On l'a quand même bien écrit, déjà parce que les valeurs d'origine dont on a besoin pour faire les calculs, etc., ne sont peut-être pas disponibles à l'entrée. On en a oublié. Ça peut arriver. Mais aussi parce que, là en plus on est en JavaScript, nos valeurs, elles sont mal formatées. Mais ça pourrait très bien aussi venir du fichier CSV, dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être pas formaté toujours comme il faut. Voilà, on va lire une source de données, on croit qu'elle est sûre, et puis boum, patatras. Des calculs impossibles. Alors un exemple tout simple, c'est la division par zéro. Mais il y en a plein d'autres, si on fait de la 3D, etc. Il y a des méthodes de calcul qui s'appliquent dans certains cas, pas dans d'autres, et qui du coup peuvent produire un résultat ou pas. Puis tout simplement, toute une série d'erreurs, voilà, on est humain, on en fait tous, ça nous arrive. Donc, comment gérer en fait toutes ces valeurs qui peuvent exister ou pas? Alors une approche un petit peu brute, bête et méchante, que j'ai déjà même tenté moi-même, c'est donc pour chaque fonction, on va vérifier là où les valeurs d'entrée. Et puis ensuite, si là où la valeur d'entrée n'est pas nulle ou undefined, dans notre cas, je vais appliquer notre petite fonction de transformation. À noter ici, c'est que je ne vais pas parler de la partie de l'incertitude qui est de savoir si on est dans le bon type ou pas. Est-ce que quelqu'un a essayé de me passer un nombre ou un objet à la place d'une chaîne de caractères que j'aurais envie de mettre en toutes lettres. Bon,
Bah, comme vous vous en doutez, hein, si vous avez essayé comme moi, ça a l'air sympa sur le papier de se dire j'aurai plus jamais une seule erreur, mais en fait c'est juste pas possible de faire ça, ça va être beaucoup trop long. Et en plus, à chaque fois qu'on va checker l'existence ou non d'une valeur, on va devoir prendre une décision. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a fait un if ici, on a testé si la valeur existait, et si la valeur existait, on y appliquait une transformation. Qu'est-ce qui se passe si la valeur n'existe pas? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça. Du coup, on va retourner à undefined, ou alors on retourne explicitement à nul. Est-ce qu'on lance une erreur et on interrompt notre exécution de code? Est-ce qu'on retourne un objet qui matérialise un petit peu notre erreur? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est juste une décision toute simple, en fait, de savoir si une valeur est présente ou pas. Imaginez sur des cas métiers plus complexes. Type number one. Bah, en fait, juste comme c'est pas possible de vérifier, vu qu'on est en JavaScript en plus, les valeurs à chaque appel de fonction, il va falloir considérer de base que nos fonctions de transformation vont tout le temps attendre une valeur qui est non nulle. Elles n'ont pas à gérer ces valeurs-là. C'est juste impossible de le faire sinon à la main. Et il faut considérer aussi que ces fonctions-là vont peut-être produire, à partir de valeurs présentes, des valeurs nulles, en fait, parce que le calcul est impossible, par exemple. On en a parlé tout à l'heure. Ou alors, on leur passe une liste d'éléments, on va en chercher un particulier, celui-ci n'existe pas sur la liste. Il n'existe pas. Et donc parmi donc ces API en fait, qui peuvent retourner des nuls, en fait, ArrayFind, j'en parlais, MapGet, ou une division par 0, mais il y en a tout un tas en fait, d'opérations où vous pouvez passer toutes les valeurs qui existent, et puis à la fin, vous avez un résultat qui est nul. En quoi c'est censé nous aider? Surtout que on sait à peu près tout ça. Ça va nous aider surtout à se dire que ces valeurs nulles qui sont dangereuses, il faut vraiment centraliser leur vérification et leur gestion à des endroits bien précis de notre code. Nos applications sont rarement conçues en un seul fichier. Généralement, on a plusieurs couches. On a une couche qui va s'occuper de récupérer de la donnée. On peut déjà vérifier si la valeur est présente ou pas. On a une couche qui va s'occuper peut-être d'adapter la donnée à notre application. On peut vérifier aussi à cet endroit-là si on a une valeur nulle ou pas, en sortie par exemple, si on n'a pas réussi à l'adapter proprement. On a peut-être une couche qui va gérer le stockage de la donnée, on a une couche qui va peut-être permettre d'agréger ces données pour les transformer en résultats, qu'on va par exemple afficher sur un écran ou alors fournir en tant que web service. Et juste de faire ça, en fait, ça va nous aider déjà à prendre moins de décisions, parce que chaque décision à prendre, il va falloir réfléchir, qu'est-ce que je fais? C'est assez compliqué. Donc, moins d'endroits où on va gérer ces valeurs du rôle, moins on a de décisions à prendre. Si jamais on a une erreur en production, c'est facile, on sait où regarder. Et puis le reste du code, en fait, il peut être très simple vu qu'il va considérer que les valeurs nulles n'existent pas. Bon, rien de révolutionnaire. Type number 2. Ras-le-bol de JavaScript, on va passer à un langage statiquement typé et puis qui ne possède pas le concept de nul. Il y a des langages, justement, qui ne possèdent pas le concept de nul. Donc, pas de nul, moins de problèmes. Pas plus de problèmes, moins de problèmes. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, on a tous du code qui est déjà existant, on ne va pas mélanger trop souvent plusieurs technologies ensemble, ensuite il faut former les collègues, il faut faire la maintenance, il faut convaincre peut-être du management, et puis se former soi-même d'ailleurs sur ces langages-là. Donc c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Bon, mauvais tips. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder ces langages, et puis regarder comment ils font pour gérer les valeurs non existantes. Parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de pointeur nul ou d'undefined qu'il n'est pas possible pour eux de gérer la non-existence de valeur. Et ensuite, une fois qu'on a regardé ça, on va le transformer et essayer de l'adapter au langage JavaScript. C'est un petit peu ce que j'ai fait pour vous. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai ma bonne vieille liste de groupes, avec plusieurs groupes. Moi, je suis plutôt métalleux, donc voilà, c'est pas juste rock. Et à partir de celui-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher depuis un identifiant d'avoir un groupe. Et on se rappelle, la fonction find peut renvoyer un résultat qui est nullable. Et à partir du moment où j'ai envie de récupérer le nom, comme je suis un développeur consciencieux, je vais déjà créer une variable group name vide, qui est nul. Et si jamais le groupe n'est pas nul, je vais pouvoir récupérer la valeur et ensuite la rendre. Et là, tout va bien, j'ai un magnifique affichage et je vois bien le nom de mon groupe favori. Par contre, si je me trompe dans ma clé de valeur, j'ai un undefined sur mon IHM, et là j'ai des utilisateurs tristes, parce qu'undefined, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc il va falloir travailler là-dessus. Vous vous rappelez du chat dont je vous ai parlé, le chat de Schrödinger? Le chat, on peut considérer que c'est une valeur,
et il est dans son carton. Et le carton, c'est notre variable. Le problème, c'est que dans nos programmes, on l'a vu, à chaque fois, on est obligé d'ouvrir le carton pour pouvoir faire des opérations sur une valeur. Et tant qu'on n'a pas ouvert le carton, tant qu'on n'a pas fait un check de nullité, on ne sait pas si on peut faire une opération de façon sécurisée ou pas. Le but, c'est de faire un carton un petit peu plus intelligent que nos variables de base. On va essayer que ce soit facile à utiliser, parce que si on introduit des concepts trop complexes, personne ne va vouloir les utiliser, c'est normal. Ça doit montrer aussi une distinction très nette entre l'existence et la non-existence d'une valeur, et doit nous forcer, surtout, quand on va vouloir utiliser la valeur contenue dans cette boîte, à gérer les deux cas, le cas où la valeur existe et le cas où elle n'existe pas. Et je vous présente du coup Maybe. Maybe, c'est justement la façon dont la plupart des langages qui n'ont pas de concept de nul vont modéliser l'existence ou non d'une valeur. Donc ici, c'est un type Maybe, qui peut être juste et contenir une valeur, ou nothing. L'un des deux seulement. À quoi ça peut ressembler en JavaScript? En JavaScript, du coup, on va créer, pour les besoins de démonstration, du coup, une classe qui va s'appeler Maybe. Hop là. Qui va être utilisée pour étendre une autre classe qui va s'appeler Nothing, et encore une dernière classe qui s'appelle Just. Donc du coup, Maybe, on pourra avoir un contrat qui permettra de dire soit c'est Nothing, soit c'est Just. Mais il manque la valeur pour l'instant. Donc il va falloir créer cette valeur. On va créer du coup une petite API, par exemple ici, sur Maybe, qui va s'appeler FromNullable, qui va tester pour nous si la paramètre qu'on lui passe est nul ou pas. Et si le paramètre qu'on lui passe n'est pas nul, en fait, il va nous créer just un conteneur qui va contenir cette valeur. Et si c'est nul, il va nous créer nothing. Alors, en code JavaScript, dans notre Maybe, on va créer donc du coup une fonction statique FromNullable, à qui on va passer un paramètre x, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un nom, voilà, c'est pas très important, il n'y a pas de valeur fonctionnelle sur cette variable, et on va tester si elle est undefined ou nulle. Et si elle est undefined ou nulle, on va retourner un nouveau nothing. Sinon, si ça doit contenir une valeur, on va retourner une nouvelle instance de just contenant la valeur. Donc voilà, on a notre petite méthode statique. Et aussi, j'ai un peu fait une petite bêtise sur mes slides, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a aussi un petit constructeur sur notre baby qui prend juste la valeur et qui l'affecte à une propriété qui s'appelait $value. Très bien, donc on a réussi à créer notre valeur, et maintenant il va falloir la relâcher aussi à un moment. Pour pouvoir la relâcher, sachant que maintenant c'est soit j'ai un just avec une valeur, soit un nothing, on va utiliser une fonction qui s'appelle fold. Et cette fonction fold, elle va prendre deux fonctions en paramètres. Une qui sera exécutée si c'est un nothing, à partir duquel on exécute la méthode fold, ou l'autre qui sera exécutée si j'ai une valeur contenue dans mon just. Et de cette façon-là, en fait, on a modélisé avec des fonctions un if et un else. Et on sera obligé, du coup, de retourner une valeur. Si possible, du même type. Si jamais, effectivement, vous allez, par exemple, travailler sur une valeur en entrée et en extraire une chaîne de caractères, par exemple, pour l'afficher dans une IHM, le mieux, c'est que dans les deux cas, vous ayez une chaîne de caractères. Comment ça se représente, cette méthode fold? Donc, sur maybe, on n'y touche pas, on a déjà tout ce qu'il faut. Par contre, sur notre nothing, qui est étant maybe, on va créer donc une méthode qui s'appelle fold, qui va prendre à la fois onNothing et onJust, qui sont toutes les deux des fonctions. Et comme on est dans le cas où on est sur la classe nothing qui ne contient pas de valeur, on va juste exécuter la fonction de nothing. Et sur just, qui est censé contenir une valeur, notre fold, qui va prendre aussi onNothing et onJust, on a la même API dans les deux cas, va exécuter la fonction just en lui passant la valeur contenue dans le maybe. Petit exemple, du coup, hop. C'est à peu près le même code que la dernière fois. Je vais faire la même chose, j'ai toujours ma liste de groupes de musique. Je vais aller chercher un groupe en particulier, et sur celui-ci, au moment où je vais vouloir extraire la valeur, je vais décider, si j'ai pas de valeur, j'aimerais bien instruire l'utilisateur avec autre chose qu'un undefined, que en fait, je n'ai rien trouvé. Ou alors, j'aimerais lui afficher le groupe avec son nom. Et de cette façon, on a bien pris en compte les deux cas proprement. Bon, on a commencé cette petite application, il y a une nouvelle feature qui arrive. Comme c'est a priori une gestion de groupe de métalleux, ce serait bien d'afficher le nom en caractère gras, histoire qu'on comprenne bien que voilà, c'est du métal, ça envoie du lourd.
Donc on peut faire ça, ici, toujours dans notre fold. Dans notre fold, on a soit récupéré l'absence de valeur, soit on a récupéré notre valeur, on va essayer de produire quelque chose avec. Donc on peut très bien aller chercher le nom de l'auteur à ce moment-là, vu qu'on sait que l'auteur il existe, on en est sûr. On va pouvoir récupérer le nom, l'uppercase, et puis créer la valeur que je souhaite afficher dans mon template utilisateur. Sauf que ces considérations, on pourrait très bien les avoir plus tôt dans la création de notre application. Je vous rappelle, on avait dit qu'on avait sans doute plusieurs couches dans notre application, une de gestion des données, une d'agrégation de données et une d'affichage. Et il est possible qu'on se dise, oui, mais dans mon application, je veux que tout le temps les noms de groupe soient en majuscule. Du coup, ça n'a pas de sens de le faire juste dans la vue, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir afficher un groupe, il va falloir le remettre en uppercase. Comment on peut faire sans avoir à déplier, replier notre valeur avec la méthode fold sans arrêt? On va améliorer notre classe maybe. Il faut qu'en fait transformer les valeurs potentiellement contenues d'un maybe, ça reste simple. Il faut que l'on puisse éviter de faire des folds aussi vite. Le plus tard, c'est le mieux, parce que c'est dans le fold qu'on prend décision de comment on gère l'inconnu ou l'existence d'une valeur. Et surtout, sans perdre la sécurité que nous apporte maybe. On a une fonction, une méthode en fait, qui existe déjà dans JavaScript. Si on déclare ici un tableau, on a accès à la méthode map, à laquelle on peut passer une fonction de transformation, et celle-ci va être appliquée sur chacune des valeurs contenues dans le tableau, et nous produire un nouveau tableau contenant ces valeurs modifiées. Et si notre tableau est vide, et qu'on map quand même cette fonction, on n'aura pas d'erreur, ça nous retraindra juste un tableau vide. Et on peut faire déjà une analogie avec notre maybe. Notre maybe, on pourrait peut-être le considérer comme un petit peu le tableau et cette fonction map, sauf qu'il ne contiendra qu'une seule valeur ou pas de valeur. Donc, profitons-en, on va garder le même nom vu que ça fait la même chose. Donc map, on va pouvoir faire un map sur un maybe, sur la valeur d'un maybe, de façon sécurisée, en lui passant une fonction. En prenant l'exemple toujours avec le maïs que j'ai introduit tout à l'heure, donc on a une fonction qui s'appelle cook popcorn. Si on lui passe du maïs, on va récupérer à la fin du popcorn. Et si donc j'ai juste du maïs et que j'applique ma fonction de cook popcorn, je vais avoir à la fin just du popcorn, et on garde notre conteneur qui est notre maybe autour de la valeur produite. Et si j'ai rien du tout, en fait ma fonction, on ne va même pas l'exécuter, on va retourner un nothing directement vu qu'il n'y a pas de valeur à traiter. En JavaScript, du coup, on ne touche toujours pas à notre classe maybe, c'est bon, elle est définitive. Par contre, dans nothing, on va implémenter une méthode map qui va attendre un transform et qui ne va pas l'utiliser. Et on va retourner this, qui est l'instance de nothing. Comme ça, on évite de créer une nouvelle instance de classe. En plus, c'est économique au niveau CPU et mémoire. Tout va bien. Et dans just, on va implémenter la même fonction avec la même signature, sauf que cette fois-ci, on va faire un traitement. Il y a une valeur. Donc, sur la valeur contenue dans le just, on va lui appliquer la fonction transform. Et le résultat qui existe, on va le re-wrapper dans un just. Grosso modo, on va faire un petit peu un système en fait, de rails de chemin de fer, où à un moment, on va rentrer dans un cas où les valeurs existent et on va pouvoir chaîner des opérations dessus, sans faire des tests. Et dans l'autre cas, on aura nothing à un moment ou à un autre, mais on pourra continuer à chaîner des opérations qui s'appliqueront dessus, ou pas, vu qu'il n'y a pas de valeur. Donc, notre exemple de code transformé. Donc j'ai toujours mon groupe, et au lieu d'attendre d'être dans le fold pour faire des transformations, donc extraire la valeur du nom depuis le groupe, et ensuite prendre ce nom et le transformer en uppercase, je vais le faire dans mon map. Donc ici, j'ai peut-être un groupe, je ne le sais pas, mais comme j'ai la méthode map, je lui applique une fonction, une lambda, ou alors une fonction qui existe déjà, et on va avoir au final un résultat où il y aura soit nothing, soit mon group name en majuscule. Et on peut imaginer que c'est très utile ça dans une application complexe avec de nombreuses couches, parce que je vais pouvoir passer mon maybe d'une couche à une autre sans jamais me poser la question quasiment de savoir si je suis d'un état où il n'y a pas de valeur ou si je suis d'un état où il y a une valeur. Et ça, c'est assez sympa. Nouvelle feature qui arrive. Bah oui, ça ne va pas rester aussi simple. J'ai travaillé un peu ce week-end et du coup je me suis dit c'est bien, j'arrive à afficher des noms de groupes, mais ça serait franchement bien de leur associer des morceaux de musique. Et puis d'ailleurs je vais même plutôt afficher des morceaux de musique et leur associer leur nom de groupe. À quoi ça ressemble? Maintenant j'ai une data source depuis laquelle je vais avoir
une liste de groupes et une liste de tracks de musique. Et puis, on peut imaginer, pour les besoins du scénario, qu'en fait, on va les chercher sur un web service et que du coup, on va peut-être les avoir ou pas. Parce que le web service peut très bien être tombé. Et du coup, j'ai fait une fonction ici qui permet, en lui passant donc la liste des tracks et la liste de groupes, de créer un objet avec dedans toutes les variables. Voilà, on a fait une agrégation entre ces deux listes. Et du coup, on va voir notre nom de groupe, notre nom de musique. Voilà. Puis tout un tas de fonctions. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais un test si, ici, si j'ai mes musiques et si j'ai mes groupes, je vais pouvoir exécuter cette fonction-là. Donc du coup, voilà, c'est à peu près safe. Et je fais encore d'autres vérifications. Tiens, la liste peut être manquante ou pas. Je vais faire des transformations, je vais mapper. Voilà, ça devient très compliqué. Sur le groupe name, je vais commencer à faire un fold parce qu'en fait, quand j'ai récupéré ma musique, je ne suis pas sûr d'avoir le groupe associé. Mes données peuvent être inconsistantes. Donc je vais dire l'auteur n'est pas trouvé ou il est trouvé. Puis à la fin, je vais essayer de retourner une ligne de tableau. C'est assez compliqué. J'ai fait plein de tests, etc. Bon, c'est pas très joli. Qu'est-ce qui se passe si je pouvais faire quelque chose un petit peu plus élégant? Par exemple, ma fonction à la fin. Ou je vais avoir toujours ma fonction d'agrégation de musique que je vais appliquer sur une valeur qui viendra de music tracks. Et là, je vais utiliser ma fonction fromNullable pour transformer ma liste de musique en maybe, donc avec nothing ou just, ma valeur. Et puis je vais appliquer encore une autre valeur qui est mes groupes. Bah oui, j'ai besoin de ces deux valeurs pour obtenir mon résultat. Et puis ensuite, on retombe sur quelque chose qu'on a déjà codé, où je vais récupérer le nom du groupe, dans lequel d'ailleurs je vais faire des opérations. Je vais gérer si le groupe n'existe pas. Du coup, je vais dire le nom du groupe, c'est soit groupe not found, soit je vais le mettre en uppercase. Et puis ensuite, je vais faire un rendu pour créer mon tableau. Et dans ce cas-là, le fold, il va surtout me servir à savoir si, au lieu de gérer l'affichage juste d'un groupe, savoir si j'affiche mon tableau ou pas du tout. Du coup, j'ai une liste d'opérations qui est déjà un peu plus lisible. Comment on peut faire ça? Parce qu'on va se retrouver souvent dans nos applications à prendre plusieurs valeurs et à les agréger, qui n'existent pas. On va créer une méthode qui s'appelle apply. Et du coup, apply, va permettre d'appliquer une fonction qui serait disponible à l'intérieur d'un maybe, donc cette fonction existe ou pas, à une valeur qui serait disponible à l'intérieur d'un autre maybe qui existe ou pas, pour produire un nouveau maybe. Ok, ça devient un petit peu plus complexe. Donc reprenons notre fonction qui nous permet de cuisiner du popcorn. On est dit, voilà, on est quand même un petit peu plus fancy. Du coup, j'ai envie de faire du popcorn qui est sucré. Donc, je vais attendre une première fois du maïs. Ça va me retourner une autre fonction qui va attendre du miel. Et si je lui fournis du miel, je vais avoir du popcorn sucré. Merveilleux. Et du coup, à quoi ressemble l'utilisation? Donc, je vais wrapper ma fonction popcorn, cook popcorn dans un just, parce que je sais qu'elle existe, je suis responsable. Et je vais lui appliquer, par contre, une valeur. Je ne sais pas si elle existe ou pas. Elle peut être just du maïs, ici, on a de la chance. Et si je fais cette opération-là, elle va appliquer partiellement ma première fonction cook popcorn pour avoir une fonction wrappée toujours dans mon just qui va attendre à ce moment-là du miel pour finir l'opération. Et si je lui fournis à cette fonction qui attend juste du miel le dit miel, je vais récupérer à la fin juste du popcorn. Qu'est-ce que ça donne si on reprend tous les éléments ensemble? Donc rappelle toujours ma fonction cook popcorn, c'est la même. Mais si je lui passe juste du maïs et juste du miel à la fin, j'ai juste du popcorn. Si je lui passe nothing et juste du miel, j'ai nothing à la fin. Et si j'ai juste du maïs et pas de miel, j'ai toujours rien à la fin. De cette façon-là, juste en enchaînant ces appels de fonctions, que du coup j'ai simplifié en AP, ça permettra, sans avoir à faire de test, si une variable est présente, si l'autre est présente, etc., de faire mon calcul de façon assez sereine et d'avoir un résultat qui y correspond. À quoi ça correspond dans du code? Donc sur ma classe maybe, on touche toujours pas. Sur nothing, on va implémenter donc du coup apply, qui va attendre en paramètre non pas une fonction cette fois-ci, mais maybe, donc qui va contenir une valeur ou pas. Mais comme on est dans le cas où on n'a déjà pas de valeur dans notre maybe, en fait, ça ne sert à rien, on ne va pas pouvoir faire de calcul, on n'a pas de fonction, on n'a pas de valeur. Du coup, on retourne directement au nothing, on ne perd pas de temps.
Par contre, dans le just, qui contiendra une valeur, donc je vais recevoir un maybe qui va contenir une valeur, et cette valeur, je vais dire, map-toi avec la fonction qui est contenue dans thisValue. On prend le problème et on le retourne. Je vous laisserai regarder les slides parce que c'est quand même pas forcément évident à lire. Et du coup, ça va nous permettre comme ça de composer plein de valeurs ensemble sur des fonctions partiellement appliquées et de pouvoir faire des agrégats à la fin sans jamais faire de test d'existence. On a encore travaillé un petit peu ce week-end et puis on s'est dit que je ne suis pas sur la bonne slide. Nouvelle feature, excusez-moi, un petit copier-coller. On a encore travaillé ce week-end et puis on s'est dit c'est vachement bien tout ça, mais notre source de données, elle n'est pas fiable parce que déjà, peut-être que les valeurs sont disponibles ou peut-être qu'elles ne le sont pas. Mais en plus, elles sont peut-être disponibles, mais pas au format où nous on l'attend. Je rappelle que nous, ce qu'on attend dans la data source, on attend des tableaux d'objets. Mais imaginons que pour une raison quelconque, en fait, on se décide qu'ici, non, les groupes, en fait, on va te retourner une map, une collection en fait, d'éléments et qui vont être identifiés par une autre valeur. Du coup, on change totalement la forme de la donnée. Et dans une application classique, si je fais ça, sans avoir fait de test, l'application crash. Parce que je vais essayer de faire une opération illégale sur les objets. Là, ça ne crache pas, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien récupéré la valeur, j'ai considéré qu'elle existait, mais j'ai fait une vérification. Et à partir de cette vérification, je me suis dit, non, la valeur, elle n'est pas dans le bon format. Autant considérer qu'elle n'existe même pas pour la suite de nos calculs. Et du coup, ça ressemble à ça. Ici, j'avais essayé d'agréger donc plusieurs propriétés qui étaient nulables, mais en plus de ça, maintenant, ici, elles vont être exécutées, et donc du coup, on va savoir si elles sont just ma valeur ou nothing, et je vais chaîner une autre opération qui va me permettre de savoir si elle est dans le format attendu, par exemple. Et en faisant ces deux opérations-là, je m'aperçois que soit l'une ou l'autre des valeurs n'est pas dans le bon format. Et du coup, j'évite carrément de faire le calcul, j'évite de planter l'application, et à la fin, je peux prendre des décisions concernant le fait si, en fait, la liste de musique manque, si le groupe manque, si je peux afficher quelque chose ou pas. Et à la fin, j'ai toujours un fold avec ces deux fonctions. Je considère que ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est depuis une valeur qui serait just et existante, de pouvoir produire un nothing. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait produit un résultat, on l'avait refrappé dans un just, si on avait des valeurs, ou dans un nothing, si on n'en avait pas. Là, il s'agit de faire une opération un peu inverse. Donc, le cas évident, c'est la data validation, ce que je vous ai montré, mais on peut utiliser ça aussi pour un formulaire, par exemple. Donc, ici, on va avoir une fonction qui s'appellerait checkMaze, parce qu'en fait, je ne sais pas depuis combien de temps mon maïs traîne au frigo, ça se trouve, il a moisi. Du coup, j'aimerais bien vérifier qu'il soit dans un bon état. Donc, si je lui passe du maïs, j'aimerais qu'elle me dise si c'est vraiment du maïs ou si c'est nothing. Et ça me permettrait, ici, par exemple, de tester, j'ai juste du maïs, je vais change, je vais vérifier que c'est du maïs. Ok, tu as bien du maïs, just maïs. Si je lui passe un chat, donc j'ai juste un chat et que j'essaye de vérifier que c'est du maïs, forcément, c'est un chat, c'est pas du maïs, je vais avoir nothing à la place. Et c'est comme ça, en fait, à quoi ressembler notre fonction de validation. Comment on peut implémenter ça dans un maybe? Donc, on ne touche toujours pas à notre classe maybe, on n'en a toujours plus besoin. Et ici, on va rajouter une fonction chain qui va attendre une fonction. Dans le cas où on n'a déjà pas de valeur, on ne va pas la transformer en nothing en just value, ça n'a pas trop de sens. Donc on va continuer à retourner nothing. L'implémentation du nothing est vraiment très simple. Par contre, dans le cas où on a une valeur présente, il va falloir utiliser la fonction pour vérifier si notre valeur est bonne. Et dans ce cas-là, ce n'est pas maybe qui va rewrapper le résultat de ma fonction dans un just, c'est notre fonction elle-même qui va le faire. Du coup, je vais vous montrer un dernier petit morceau du code. Notre fonction qui permet de tester si c'est du maïs, enfin ici c'est un validate array, à quoi elle ressemble? Hop là, je vais enlever le code à côté. Je vais lui passer une valeur. Je vérifie avec array is array si c'est une valeur. S'il y a vraiment une valeur, je vais utiliser la fonction qui me permet depuis from nulab de générer un just. Ici, je sais que ça va générer un just.
Et si je sais que ce n'est pas un tableau, mais que ça peut être une valeur que je n'attends pas, je vais créer mon nothing à la main. Et c'est à ça à quoi va ressembler une fonction de validation. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, je vais juste checker s'il s'agit d'un tableau. Mais on pourrait très bien rajouter plusieurs fonctions de validation qui vont valider progressivement ma valeur. Je vérifie si c'est un tableau, je vérifie si c'est un tableau qui contient des objets, je vérifie que les objets ont la bonne forme, enchaînant. Et sans jamais se poser la question, si jamais ce n'est pas ce que j'attends, qu'est-ce que j'en fais? Je transforme toujours en nothing. Donc du coup, on a à peu près couvert nos bases. On peut créer des valeurs en gérant le fait qu'elles soient non existantes ou existantes. On peut les transformer de façon sûre en mappant sur notre valeur à une fonction. On peut ensuite composer plusieurs valeurs dont l'existence est douteuse ensemble pour pouvoir créer un résultat dont l'existence sera douteuse, vu que les paramètres d'entrée sont douteux avec apply. Et on va pouvoir, à la fin, faire des validations sur une valeur qui serait existante pour savoir si finalement on va la considérer comme non existante parce que pas conforme, ou si elle est conforme, pouvoir continuer notre process. Je vous ai codé tout ça, les exemples de code sont tous en JavaScript très très simples. Les noms et l'implémentation, elle est peut-être un petit peu, un peu innocente. Mais il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des libs en fait, qui vous permettent qui vous fournissent en fait tout cet outillage. Par exemple, money.js qui va fournir un maybe, folktales ou FPTS. Et elles ne vont pas vous fournir que ça, parce qu'en fait, il existe d'autres data structures de ce type-là. Ici, j'ai parlé de maybe, non-existence avec l'existence d'une valeur, mais par exemple, il y a aussi either. Either, c'est left et right, et les deux peuvent contenir une valeur. Et par convention, on dit que left, c'est il y a eu une erreur, et la valeur contenue va être le message d'erreur, le pourquoi il y a eu une erreur. Mon web service n'a pas répondu comme il faut. J'ai essayé de décoder la valeur, j'attendais un arrêt, j'ai un objet. En fait, j'ai essayé de produire un résultat, mais en fait, j'avais donc deux valeurs qui venaient, donc ma liste de groupes, ma liste de chansons, et il en manque une, et ainsi de suite. Et il en existe tout un tas d'autres comme ça aussi pour gérer des validations de formulaires. Les validations de formulaires, on ne peut pas se contenter que d'un message d'erreur. Donc il y a aussi des structures pour gérer ça. Et la dernière, c'est celle que nous, on utilise au travail chez Advise, FPTS, et elle a un gros avantage, c'est que, comme elle est en TypeScript, ces types qui ont été fournis, qui sont fournis donc du coup avec les libs, sont très précis, ils sont exacts, ça a été même fait par un mathématicien. Donc c'est hyper clair. Si jamais vous utilisez du TypeScript, vous n'aurez pas d'annotation de type à mettre de partout, très très peu. Et ça fournit vraiment beaucoup d'outils de ce type-là. Par contre, le downside de cette librairie-là, contrairement aux deux autres, c'est que la doc, ça a été fait par un mathématicien aussi. C'est pas terrible. Et du coup, d'ailleurs, nous, on va essayer de faire des contributions pour essayer d'améliorer la documentation, parce qu'on a un petit peu galéré à onboarder dessus. Mais on trouve que l'outil est très puissant et on aimerait que chez nous, ce soit plus facile d'onboarder de nouveaux développeurs pour l'utiliser, d'en profiter, et ailleurs aussi. En lecture, le Mostly Adequate Guide pour la progression fonctionnelle. Parce qu'en fait, là, c'était tous des principes de progression fonctionnelle. Je n'ai pas prononcé le mot une seule fois, j'ai même implémenté ça avec des classes, c'est pour dire. C'est le Mostly Adequate Guide. Le mec qui a écrit ça, il a un ton assez léger, c'est très complet. Vous n'êtes pas obligé de le lire d'un seul coup, parce qu'il y a des moments en fait, où vous allez bloquer, ça devient un petit peu compliqué, parce qu'en fait, il faut juste mettre en application les concepts que vous apprenez au fur et à mesure. Mais tout ce que je vous ai raconté, l'implémentation du Maybe, en fait, vous pourrez la retrouver dans ce livre-là, avec des explications alternatives, du coup, peut-être plus claires que les miennes. Et chez Advise, on a fait aussi un petit truc, une petite librairie, qui permet aussi de gérer l'incertitude, parce que je vous ai parlé de web service depuis le début, et c'est de gérer l'incertitude, en fait, d'un appel sur une source de données, qui, ici, est un web service, avec 4 états. Je n'ai pas encore appelé mon web service. Mon web service, j'ai commencé à l'appeler, la donnée est en cours de chargement. Il y a eu un échec. Ou alors j'ai un succès. Et l'échec et le succès contiennent tous les deux des valeurs, la valeur d'échec ou la valeur de succès. Et du coup, notre fold contient 4 fonctions et on est obligé dans l'IHM de gérer les 4 cas. Et c'est top parce que ça nous a permis de créer des IHM où on évite en fait des changements transitoires. En fait, on affiche l'IHM, puis elle est en loading, elle passe en quelque chose d'autre, et puis d'ailleurs la valeur loading est encore là. Tiens, on a oublié d'enlever le spinner, la valeur qui s'affiche, et des IHM pas très propres. Et du coup, ça nous oblige vraiment à respecter ce canevas-là en fait de ces 4 valeurs. Et on l'a écrit en TypeScript avec des type dev qui sont vraiment très solides parce qu'on a utilisé celle de FPTS. Et vous avez le repos ici. Nous, on l'utilise maintenant assez souvent. Et ça nous a enlevé
plein de bugs, et surtout ça a cadré notre façon de coder. On code plus que des pipelines de transformation, de modification, et à la fin on prend une seule décision, comment j'affiche ma data. Ça nous a vraiment simplifié la vie. Et sur le site, en fait, vous verrez, il y a pas mal de docs. Les exemples sont tous en JavaScript, c'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas TypeScript, vous pouvez l'utiliser en JavaScript, tous les exemples sont là. Si vous utilisez TypeScript, vous avez le bonus avec les types. Du coup, vous aurez vraiment quelque chose de carré, vous saurez toujours où vous en êtes. Et il y a plein de petits exemples plus ou moins complexes. Du coup, voilà, je suis Axel Catlan, je travaille chez Advise. Et je voudrais aussi remercier ceux qui m'ont aidé à faire ce talk et qui m'ont apporté pas mal de petits correctifs, surtout sur l'orthographe, sur la façon de faire. Voilà, Guillaume Clochard qui travaille chez Advise, Victor Graffard aussi travaille chez Advise, et Nicolas Declercq qui vient d'arriver chez nous. Et je les remercie tous les trois pour leur travail là-dessus.